Alexandre Dubé. Aussi véridique et authentique que son information. À chaque jour, on a de nouveaux développements en ce qui concerne le Moyen-Orient. Quand c'est pas des attaques sur le terrain, ce sont des déclarations contradictoires de part et d'autre. On ne sait plus sur quel pied danser. Et c'est pour ça que Georges Mercier, analyste et doctorant en sciences politiques au Centre de recherche international de Sciences Po Paris à l'Université de Montréal, est là. Salut Georges. Salut Alexandre. Parce que tu nous éclaires dans ce qui se passe. Là, il y a eu encore des nouvelles attaques américaines en Iran. Est-ce que tu sens le président qui a retrouvé un peu sa rhétorique belliqueuse, où il y a encore espoir d'avoir son espèce d'entente là, qui est censée arriver dans 2-3 jours? C'est toujours dans 2-3 jours, mais... Ben, il y a clairement de l'impatience de la part du président américain. Ce qui est intéressant, on dit rhétorique belliqueuse, c'est vrai, mais le ton est quand même beaucoup plus bas qu'il a été à d'autres phases du conflit. Puis les attaques... il promettait de détruire complètement. Ben voilà, et là, donc, il annonce moins, il parle moins fort, mais il agit, ce qui nous indique quand même qu'il comprend que c'est compliqué. Ce que j'ai trouvé intéressant dans les 2 derniers jours, c'est la réponse de l'Iran. Parce qu'au début du conflit, l'Iran s'était attaqué aux Émirats arabes unis, à l'Arabie saoudite, 2 pays très puissants au Moyen-Orient. Et là, pour répliquer aux attaques américaines, ils se contentent, les Iraniens, d'attaquer le Koweït, le Bahreïn, des pays beaucoup moins puissants, comme si les Iraniens voulaient vraiment ménager la relation avec les autres grandes puissances du Moyen-Orient. Ça, c'est intéressant parce que ça nous indique peut-être qu'ils préparent l'après-guerre, un ordre d'après-guerre au Moyen-Orient où l'Iran tenterait d'avoir de meilleures relations avec les autres pays autour. Donc, c'est intéressant, ça nous indique qu'ils pensent à l'après. Maintenant, du côté américain, qu'on ait relancé les frappes, c'est clairement un signe d'impatience du président. Il faut dire une chose sur la guerre en Iran aujourd'hui. Peu importe l'accord que va signer Donald Trump, dès le lendemain, vous allez avoir une armée d'ex-employés de l'administration Obama et Biden qui vont sortir et dire cet accord est moins bon que l'accord d'Obama. Donc, il y a beaucoup de pression sur Trump qui, depuis le départ, avait dit « je veux un meilleur accord ». Donc, s'il ne parvient pas véritablement à un meilleur accord, on va lui faire sentir et ça va être présenté comme une défaite. Oui, mais quand on regarde l'incertitude dans les marchés boursiers, hier encore, là, c'était une journée très, très, très difficile. La pression aussi sur le prix du baril, tu vois, quand je regarde le WTI ou encore le Brent, on est dans une situation où on n'est pas encore retourné au-delà du seuil psychologique de 100 $ le baril, mais on n'est pas retourné à des niveaux d'avant-guerre non plus. Là, justement, à ce sujet-là, on avait une nouvelle intéressante aujourd'hui. Un des puzzles de cette guerre-là, c'est pourquoi est-ce que le prix du pétrole n'est pas plus élevé si on ferme le détroit par lequel passait 20% de la production ou de la consommation. On apprend aujourd'hui que la Chine aurait limité de 5% ses propres importations de pétrole, ce qui aurait peut-être contribué à stabiliser les cours de l'énergie parce qu'on avait une demande moins importante. Et pourquoi c'est intéressant? Parce que le rôle de la Chine était assez nébuleux depuis le début du conflit. Si vraiment ils ont fait ça, si le Parti communiste chinois a dirigé ses importateurs, ce qu'ils peuvent faire, à importer moins, ça veut dire qu'ils ont contribué, d'une certaine manière, ils ont aidé les Américains parce que ça leur a laissé un peu plus d'espace et de marge de manœuvre. Il y avait 2 données importantes hier sur les marchés boursiers. L'inflation et... Non, c'est ça. Il y avait l'inflation. Bon, mais c'est dû à quoi l'inflation? Alors, deux causes importantes, si on veut, multifactorielles. Mais enlève de l'équation, Georges, ce qui se passe au Moyen-Orient, en Iran. Enlève de l'équation les tarifs. C'est pas si mal. Ça va plutôt bien. Non, mais oui. Trump nous a dit hier qu'il adorait l'inflation. Il s'est découvert une nouvelle passion. Bon, moi, il y a quelqu'un qui m'a écrit qui me demandait pourquoi est-ce qu'il dit ça. Voyons, c'est irrationnel. Je pense qu'il faut quand même comprendre qu'il est dans une négociation avec un régime qui sait que le bout par lequel il tient Trump, c'est l'économie. Il ne va pas aller dire sur la place publique qu'il s'inquiète d'une pression inflationniste. Ce serait irrationnel et je pense qu'il y a quand même une forme de rationalité chez lui. Cela étant dit, là, on va parler des midterms, ce qu'on dit toujours coût plus élevé, contre-coup contre les républicains, peut-être qu'il les a déjà perdus. C'est-à-dire peut-être que l'effet est déjà présent, que le coût sur le portefeuille des Américains a déjà eu lieu, et donc qu'il sait qu'il ne les gagnera pas, les élections de mi-mandat, et ça lui donnerait ça aussi une plus grande marge de manœuvre, parce qu'il pourrait accepter de prolonger ce conflit-là malgré les coûts sur l'énergie. Ouais, en tout cas, en attendant, il tape du pied et dit qu'il peut y avoir effectivement, encore une fois, d'autres frappes si ça ne va pas plus vite à la table de négociation. Il y a eu de grosses émeutes à Belfast? Oui, je pensais que c'était intéressant d'y revenir. C'est une situation assez tragique, mais qui nous montre à quel point le Royaume-Uni, dans les dernières années, se transforme en véritable
poudrière de relations ethniques. Essentiellement, vous avez un demandeur d'asile soudanais qui poignarde un habitant d'Irlande du Nord. Le vidéo est médiatisé sur les réseaux sociaux. Ça mène à des émeutes assez massives où vous avez des hommes masqués, puis là, c'est clairement des émeutes qui sont d'extrême droite, qui vont de maison en maison dans certains quartiers pour aller terroriser les habitants immigrants de ces maisons-là. Donc, on incendie des autobus, on incendie des voitures, on appelle des policiers en renfort. La raison pour laquelle je voulais en parler, c'est que ça se situe dans le sillage d'un autre événement qui avait beaucoup fait jaser au Royaume-Uni, le meurtre d'Henry Novak, un étudiant qui a été poignardé, là aussi par un immigrant en Grande-Bretagne, et qui est mort avec les menottes aux mains parce que la police ne le croyait pas. La police ne croyait pas qu'il était la victime, on pensait qu'il était l'agresseur. Et ce qui est intéressant ici, c'est que au Royaume-Uni et dans d'autres pays d'Europe, l'immigration devient, on le sait, de plus en plus un enjeu électoral, un enjeu politique, et on fait souvent des liens un peu fallacieux, à mon sens, entre immigration et criminalité. C'est pas parce qu'il y a plus d'immigration que nécessairement plus de criminalité. Ce qui se passe, c'est qu'au même moment, les conditions économiques des électeurs ne s'améliorent pas. Et dans ce contexte-là, on cherche des scapegoats, en bon français, des boucs émissaires, et de plus en plus, les immigrants prennent la forme de ces boucs émissaires-là. Au Royaume-Uni, pour te donner un exemple, Alexandre, on est quand même passé, au début des années 2000, à un peu moins de 10% de la population qui était d'origine étrangère, à un peu moins de 20% aujourd'hui. Donc, il y a une véritable transformation démographique et migratoire, et les politiciens n'ont pas été capables d'y répondre. La raison pour laquelle il faut s'y intéresser, c'est que la situation québécoise est enviable en ce moment. Chez nous, c'est pas tout à fait la même chose. On n'a pas les mêmes tensions. Mais il va falloir éventuellement trouver une manière d'offrir des politiques rationnelles pour mieux gérer cette diversité-là, pour pas qu'on se retrouve avec une situation qui ressemble à celle de l'Angleterre. Bien, puis aussi, c'est de garder un certain point d'équilibre, ce qu'on n'a pas du tout respecté sous Justin Trudeau, où là, c'était, venez-vous-en, rentrez à pleine porte. Est-ce qu'on a les services pour vous accueillir? Est-ce qu'on a les infrastructures? Est-ce qu'on a les moyens de vous faire vivre dignement ici? Oh, c'est pas grave, ça. On pelletait des plages. Les toits pour vous loger. C'est un détail, non, ça. Les gens vont se loger eux-mêmes. Il y a des tentes à Montréal. Tu te souviens, qui avait déclaré ça, qu'ils allaient bâtir leur maison eux-mêmes? Là, les immigrants vont bâtir leur maison. Je me souviens plus c'était qui, mais c'est ce grand mythe-là que... Non, mais c'est ça. Mais regarde ce qui se passe en France. T'es mieux placé que personne. Tu as étudié là-bas aussi. Le climat social en France n'est plus ce qu'il était, là. Et l'immigration est au centre de certaines tensions. Mais il est extrêmement tendu. Le problème de l'immigration, c'est jamais l'immigration en tant que telle. T'sais, il y a des immigrants, il y a des communautés immigrantes. C'est pas ça l'affaire. Mais il y a un enjeu de nombre qui doit être pris en compte en fonction de la situation économique. En Irlande, les jeunes, parce que c'est majoritairement des jeunes qui ont causé ces émeutes-là, en avaient surtout pour des phénomènes similaires aux nôtres. La crise du logement, le peu d'emploi. Si on répond à ces enjeux-là, peut-être que l'immigration va être mieux accueillie, mais on ne peut pas avoir les deux en même temps. C'est pour ça qu'il faut regarder finement ce qui se passe en Europe pour ne pas reproduire ça chez nous. Es-tu un amateur de foot, de soccer? C'est le début de la Coupe du Monde. Écoute, moi, je suis un vrai Nord-Américain. Ça ne m'intéresse pas, le soccer. Mais c'est pour ça que je voulais en parler, parce qu'il y a un paradoxe de cette Coupe du Monde-là qui est tenue entre le Canada, les États-Unis et le Mexique. C'est une des premières fois où la Coupe du Monde, l'un des pays hôtes, le soccer, ce n'est pas du tout le sport favori des Américains. Et là, c'est intéressant, parce qu'on se demande souvent, c'est quoi l'idéologie derrière Trump? Qu'est-ce qui motive ses actions? Puis il y a plusieurs analystes qui disent que c'est un genre de nationaliste ultra-américain. Il veut protéger les valeurs américaines. Et si vraiment il veut faire ça, accueillir la Coupe du monde d'un sport qui est importé aux États-Unis, c'est pas la bonne chose à faire. Mais c'est prestigieux. Ils ont même donné un prix. C'est ça. Et c'est là où je voulais en venir. Ils ont flatté son ego. Les valeurs chez Donald Trump, c'est moins important que les cadeaux et les faveurs. On se souviendra du président de la FIFA qui lui remet une médaille, le prix Nobel de la paix de la FIFA, pour le flatter dans le sens du poil, et qui même aurait loué un bureau dans la Trump Tower, ce qui s'apparente quand même un peu à un pot de vin. Petit retour d'ascenseur. Merci, Georges. À bientôt. Salut.